Pour cette 4e interview, j'ai reçu Madeleine, alias Poppy Magda, qui est une illustratrice qui travaille principalement en digital. Elle a un univers pop, coloré et féminin. Poppy Magda, c'était la première que je ne connaissais pas auparavant. Je la suivais depuis un moment sur les réseaux. Et un jour, elle a publié un Reels sur Instagram où elle se présentait elle-même et racontait son parcours. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant, hyper intéressant. Et je lui ai demandé si elle était partante pour une interview. Dans cet épisode, Madeleine nous raconte comment au départ elle se destinait pas à une carrière d'illustratrice. Elle nous raconte plein de choses qui peuvent être utiles aux aspirants illustrateurs, comment se démarquer, comment se positionner aussi au niveau des tarifs. Et elle nous parle de plein de choses intéressantes. Je vous laisse avec l'interview de Poppy Magda. On va commencer un peu par le commencement, raconter un peu ton parcours, tes études. Comment j'ai commencé du coup Oui, comment tu as commencé? Alors moi je viens d'une formation en animation 3D, 2D. Donc en fait si on revient au début, j'ai eu mon bac. Et à l'époque... Ouais, t'as fait un bac général du coup. Ouais, j'ai fait un bac littéraire. Et en fait à l'époque, pour pouvoir avoir l'option art et cinéma au lycée, il fallait que je fasse un bac littéraire. Sinon moi je me destinais à ES ou autre chose, tu vois. Mais je savais déjà à l'époque que je voulais faire du dessin, etc. Donc en fait j'ai vraiment cherché un lycée qui était orienté art. Et donc il y avait l'option cinéma et l'option art plastique. Et du coup ce bac-là il m'a amené à faire des recherches sur l'audiovisuel et le dessin. Et c'est pour ça du coup ensuite que j'ai intégré une école d'animation 3D. Ok, donc, oui, c'est grâce à tes cours du lycée du coup que ça t'a ouvert un peu les portes. Ouais, tout à fait, parce que mon prof, enfin c'était une femme d'ailleurs que j'avais dans l'option cinéma. Elle nous a emmenés en fait dans un festival qui s'appelle Tilt, qu'on a dans le sud de la France, à Perpignan. Et j'ai découvert les Gobelins. J'ai découvert en fait tout l'univers du cinéma d'animation, la 3D que je ne connaissais absolument pas. J'étais déjà fan de dessins animés. Ouais, tu regardais déjà les Ghibli. Voilà, je suis restée une grande enfant. Je gardais mon âme d'enfant, donc les dessins animés, voilà, ce sera toute ma vie, je pense. Mais du coup, grâce à ce festival, ouais, j'ai découvert les Gobelins. Ça m'a fascinée. J'ai trouvé ça magnifique en fait, le dessin animé. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher des écoles dans ce domaine-là. Donc je partais là-dedans moi à la base. Ok, et t'as fait tes études vers chez toi? Du coup, en faisant des recherches, je trouvais plusieurs écoles, dont donc Supinfocom à l'époque. Elle a changé de nom, elle s'appelle MOPA maintenant l'école. J'ai passé le concours, etc. Et en fait, ils avaient un campus à Arles. Donc c'était ce qui est le plus près du sud de la France. Sinon après il y avait Valenciennes. Et une fois que tu passes le concours, après ils te dispatchent en fonction de ton souhait. Et moi je souhaitais rester dans le sud, donc voilà. Du coup t'es allée à Arles? Je suis allée à Arles faire ces études-là pendant 5 ans et dans ce cursus en fait t'as une mise à niveau en art appliqué de 2 ans parce qu'il y a une prépa à faire. Tu peux soit rentrer pour faire le cursus de 5 ans, faire la prépa, soit rentrer après la prépa et donc faire 3 ans. Et donc là tu rentres direct dans l'aspect digital et animation. Ok, tu vois, qu'est-ce que t'as fait? Moi j'ai fait les 5 ans, j'ai fait la mise à niveau en art, etc. Et qu'est-ce que t'as fait? Ça consistait quoi les cours? Il y a beaucoup de choses, on a des cours de dessin, tu sais, de nu, de nature morte, on a des cours d'acting, on a des cours de storyboarding, on a des cours de... Tu vois, on parcourt un peu toutes les bases du dessin pour nous amener vers l'animé en fait. Ouais. Donc c'est 2 ans très riches. Et t'apprenais aussi du coup tous les logiciels d'animation? Pas encore. C'est sur la fin si je dis pas de bêtises, c'est sur la fin de la 2e année. Vraiment, la prépa c'était très art plastique quoi. Ouais. Tu vois, on avait des projets en groupe, on apprenait aussi la couleur, beaucoup de choses techniques autour du dessin. Et vers la fin, on commence à toucher Photoshop, etc. Mais le dur de tout ça, c'est plus dans les 3 années qui suivent en fait. Où vraiment là, on a tous les cours de cinéma, d'analyse filmique, de 3D, j'ai plus tous les titres. Et c'est pendant ces études-là que t'as pris le dessin vraiment au sérieux? Oui, je dirais qu'en tout cas, c'est pendant ce cursus-là que j'ai approfondi les techniques, parce que le dessin, en fait, j'ai toujours dessiné, tu vois. Mais toute seule, sans prof, sans cours, sans quoi que ce soit. Donc ouais, je peux dire que ouais, ça m'a amené des techniques que j'avais pas du tout. Et ça m'a permis aussi de choisir ce que j'aimais le plus, en fait. Ouais. Tu vois, de voir que
nature morte, etc. C'était pas pour moi. Je suis plus douée pour la couleur, pour les choses comme ça, la composition d'images, etc. Donc c'est vraiment, pendant ces 5 ans, ça nous permet de nous spécialiser, en fait. Ouais. Et comment ça se fait qu'après, j'ai vu que tu as fait un master en marketing de la mode? Ouais. Parce que tu vois, du coup, je pensais que tu avais fait que 3 ans et après que tu avais fait ton master, du coup, tu as fait 5 ans d'études et plus tu t'es relancée dans un master après. Ouais. Mais le master, il vient, tu vois, j'ai eu mon diplôme en 2011 et le master, je l'ai repris en 2014. Ok. Donc, ah oui, t'as eu une petite pause. C'est qu'en fait, j'ai jamais trop assumé l'idée que je voulais bosser dans la mode. T'avais l'envie, mais t'avais du mal à assumer. J'ai toujours eu l'envie, même, tu vois, collège, lycée, j'aimais la mode. Mais le dessin était là aussi, les arts plastiques étaient là. Et si tu veux, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai vu ce truc-là à l'époque. J'étais rentrée chez moi, je me dis, ah, mais trop cool. J'ai découvert une école, ça s'appelle les Gobelins. C'est dingo. Ouais. Et tu vois, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas calculé, mais c'est vrai que si je m'étais posé 2 minutes, t'aurais peut-être plus réfléchi. Je sais pas, je serais peut-être allée dans du stylisme ou dans une école de mode, j'en sais rien. Mais c'est resté dans un coin de ma tête, du coup. Et donc, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis fait quand même bien 18 mois, même presque 2 ans de stage. En fait, j'ai pas trouvé d'emploi, tu vois, CDI, CDD dans le milieu. Et j'avoue que, à force d'enchaîner les stages, j'ai fatigué un peu, tu vois. Et je me suis retrouvée à Londres, parce qu'à l'époque, c'est là-bas qu'il y avait les plus beaux studios, entre guillemets. Donc, je suis allée démarcher là-bas, et c'est là-bas, en fait, que je sais pas, j'étais un soir sur mon ordi, sur Facebook. Je vois un truc sur l'école Françoise Comte, machin, tout le déroulé du master et tout. Et je commence à rêver. Elle me dira, mais pourquoi pas, en fait. Et du coup, j'ai postulé, mais sans franchement, en me disant, à aucun moment, ils vont me répondre, en fait. Et en fait, si. Et du coup, j'ai dit, bon, on y va, alors. C'était un peu fait comme ça. Je me suis dit, mince, ils m'ont pris. En plus, ils m'ont annoncé le truc assez tard. Par rapport à la rentrée, parce que la rentrée se faisait en octobre. Et je crois que j'avais été prévenue en juin-juillet, tu vois, et j'étais là, oh waouh, il va falloir se dépêcher. Et j'ai pas tellement eu le temps de réfléchir, c'est ce qui est cool. Je me suis dit, bon ok, j'ai postulé, c'est que j'avais envie, donc on y va. Et du coup, j'ai pris ce master, et les choses en illustration ont commencé à ce moment-là, en fait. Ah ok, il y avait des cours d'illustration dans ce master? Non, c'est qu'en fait, si tu veux, entre-temps, donc tu vois, j'ai eu mon diplôme en 2011. J'ai fait mes stages. Pendant que je faisais cette phase de stage, j'avais ouvert mon blog pour faire mes illustrations. Mais vraiment, ça c'était le truc récréatif. C'était pas du tout pour du boulot, quoi. Et je l'ai gardé, en fait, ce blog. J'ai continué de l'alimenter, même pendant la phase de creux où j'avais pas de boulot. Et quand j'ai eu le master, en fait, c'est quasiment à cheval, en fait, avec la première pige que j'ai eue pour Version Femina, où j'ai eu ça. Et en fait, tout s'est un peu imbriqué. Donc, quand je suis arrivée à Paris pour débuter mon master, j'avais déjà signé mon contrat d'agence avec Collagène. Ah ok, ah oui, c'est vraiment bien tombé. Donc en fait, j'allais pas lâcher ça. Le master, en fait, je me voyais bien le faire en parallèle, sans problème, en fait. Ouais, et pour raconter un peu, comme tu me disais tout à l'heure, c'est que, en fait, grâce à ton blog où tu publiais tes illustrations, il y a le magazine Version Femina qui t'a contacté grâce à ça, en fait. Ouais, qui m'a proposé... C'était ton premier contrat. Ouais, premier contrat rémunéré et tout, et premier contrat d'illustration, quoi, pour le coup. Et je me qualifiais pas encore comme illustratrice du tout, hein. J'avais fait ça pour le plaisir. Le blog, c'était vraiment pour m'exercer et pour avoir aussi des retours sur ce que je faisais, pour savoir si ça tenait la route, etc. Donc, ça s'est enchaîné, tu vois, en même temps. Et donc, du coup, je suis partie à Paris et j'ai fait, en même temps que le master, mon petit chemin dans l'illustration, tu vois, en commençant avec mon agent et avoir des piges de temps en temps. Et c'était pas trop dur d'enchaîner les deux, d'avoir des contrats d'illustration plus ton master en même temps? Non, avec le recul, non. Ouais, ça allait. Franchement, ça allait, ça s'est fait, tu vois. Mais peut-être que, tu vois, ça m'a gardé l'esprit côté illustration. Enfin, j'ai un peu, je sais pas, je me suis un peu dit, je vais quand même pas lâcher ça. C'était un peu un socle solide que j'avais. Et donc, du coup, le master, finalement, aujourd'hui, je l'ai eu, j'ai eu mon diplôme et tout, mais il me sert pas tellement. Ouais. Tu vois, j'ai maintenu la barque côté illustration. Je me suis beaucoup accrochée à ça. Donc, mais ça reste un bagage. Ça reste un bagage pour développer justement d'autres choses après, j'espère un jour, autour de ma marque et du textile, quoi. Mais, ouais, de toute façon, c'est en lien, oui, avec tes inspirations pour la mode. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Et oui, ensuite, comment ça s'est enchaîné? Est-ce que c'est toi qui démarchais
les clients ou t'as trouvé ton agence tout de suite? Comment ça s'est dégoupillé? L'agence, du coup, donc je l'ai trouvée grâce au premier contrat et donc à un contact que j'ai eu quand je bossais, donc Catherine, qui à la fin du projet m'avait dit super, est-ce que tu bosses? Enfin, elle s'était intéressée à moi, quoi, donc c'était cool. Et elle m'avait expliqué comment ça fonctionnait parce que moi j'arrive dans un truc où je connais pas les protocoles ou en tout cas les procédés, tu vois. Et donc elle m'avait dit nous en général on est en contact avec des agents. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le milieu des agents et tout. Et donc, elle m'a proposé de me filer un petit répertoire et de m'encourager à démarcher. Comme ça. Donc, j'ai fait ça. Et c'est ce démarchage après qui a fait que je suis rentrée dans une première agence. Et mes premiers boulots, ils sont venus via l'agence. Et après, je me suis fait un nouveau site internet, tu vois, pour avoir une vitrine un petit peu moins blog, tu sais, mais plus... Ouais, vraiment le portfolio. J'en ai eu beaucoup des sites internet, avec le temps, jusqu'à celui d'aujourd'hui, là, qui m'a demandé aussi pas mal de boulot. Ouais, il est super beau, pro, ton site internet. On a bossé 18 mois dessus, mais bon, là, pour le coup, j'ai pris de l'aide avec des personnes... Oui, parce que faire ça tout seul quand t'as pas les connaissances, c'est compliqué. Tu sais pas coder, il y a plein de choses que tu sais pas implémenter et tout. Bon, j'ai appris plein de choses, mais ça veut pas dire que demain je pourrais refaire un site toute seule, attention. mais c'était important de me faire aider là pour le coup, pour gagner en step, tu vois, avoir quelque chose de à la fois e-shop et à la fois vitrine pour mon travail. Ouais, comme on a c'est trouvé un compromis. Mais du coup, à l'époque, je suis rentrée dans mon agence et tout, donc j'ai commencé à travailler mon image finalement, tu vois, pour mieux vendre ce que je dessinais. Et puis après, il y a eu les réseaux sociaux. Et d'abord, les réseaux sociaux, t'étais sur Facebook et Instagram? Ouais, j'y étais avant même d'être dans l'agence, parce que je suis arrivée en 2012, moi, sur Instagram. Et j'ai signé mon premier contrat d'agent en 2014. Donc, mais Instagram, au début, comme je te disais, c'était un outil ovni, tu vois. Déjà, fallait comprendre l'utilité du truc et comment tu t'en sers, etc. Donc, fallait rentrer dans une forme de logique. Vraiment, pour moi, c'était une logique à trouver. Puis après, j'ai pris plaisir je suis rentrée dans le jeu, quoi, des réseaux sociaux. Mais mes premiers boulots, c'était via agence. Ok, et pendant toutes ces années où t'étais dans ta première agence, t'as travaillé pour... Magazine. Pour magazine. J'ai eu pas mal de presse, en fait, principalement. Ce que t'as cité tout à l'heure, ça c'est via l'agence. Et puis après c'est un vase communicant, c'est-à-dire que moi je vois des trucs qui me plaisent, ou je vois des choses, je les démarche moi, puis je les relais à mon agent, tu vois, ça se passe comme ça en général. Et puis ensuite, au bout d'un moment, j'ai eu envie aussi de renégocier, comme je t'ai dit, certains aspects de mon contrat. J'avais envie d'évoluer. J'arrivais aussi à mieux voir dans le paysage illustratif, tu vois, où je me situais et où j'avais envie d'aller. Au départ, c'était pas tellement calculé, tout ça. Enfin, tu vois, j'avais envie de faire un peu de mode, de faire de l'édition, tu vois, d'illustrer des livres d'enfants, des couvertures, enfin tu vois, des choses comme ça. Mais petit à petit ça s'affine parce que tu vois les projets qui se créent, tu vois le paysage, comment il est et ce qui est possible de faire. Et là du coup tu dis j'aimerais plus aller vers tel projet, j'aimerais plus attirer tel client, donc t'affines petit à petit. Enfin moi en tout cas sur mon chemin ça s'est fait comme ça au gré aussi des rencontres et du développement comme ça en interne. Tu cherches et je l'ai toujours fait même avant. Moi, je fais beaucoup de sourcils. C'est-à-dire je benchmark tout le temps. Tu vois, je cherche de l'inspiration à gauche, à droite. Je regarde ce qui se fait, comment ils font, etc. Et puis, je garde... Des fois, j'agis pas tout de suite. Je garde en tête. Je me dis, bon, voilà, j'ai vu ça. Ça reste dans un petit coin de ta tête. Ouais, ça reste dans un coin de ma tête. Et puis, quand je suis prête, j'y vais, tu vois. Je sais pas, même pour les visuels, j'accumule plein de visuels de référence. Ils vont pas forcément me servir. En fait, mais ça me permet ça te constitue un grand mood board. De fantasmer un peu et voilà. Et puis un jour, je suis prête et j'en fais quelque chose, quoi. Et t'as travaillé essentiellement pour des magazines. T'avais déjà fait des couvertures de livres aussi à tes débuts? Non, les couvertures de livres, c'est arrivé vraiment. J'ai eu une première demande en 2018, je crois, ou 17, je sais plus, que j'ai fait moi en solo. Ok. Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais plus de contrat, j'étais free. Donc, je l'ai pris. Mais j'étais limite étonnée, tu vois. Bon, ils ont envie que ce soit moi et tout, c'est chouette. Et c'est cette première qui m'a lancée.
Et... Oui, comme quoi c'est important de mettre dans son portfolio les projets pour lesquels on aimerait travailler finalement. Ouais, de se projeter là-dedans. Mais tu vois, là, quand je l'ai eu, j'avais un peu... j'étais déjà dans d'autres choses en fait. Et je sais que ça faisait partie de mes demandes initiales au tout début, tu vois. Mais ça m'était un peu sorti de la tête. Et puis il y a eu celui-là. Et puis du coup, depuis, là, j'en suis à ma 13e couverture et voilà. C'est pas un domaine où je pensais tu sais avoir ma patte entre guillemets là-dedans, mais ouais, non, c'est cool à faire en vrai. Et t'as toujours travaillé en digital? T'as tout de suite trouvé ta patte artistique en fait? Et ton médium préféré, c'est venu assez rapidement ou ça a été Ouais, parce que quand j'étais dans la 3D, en fait, moi j'aimais bien faire les textures. Tu sais, en 3D, dans les équipes 3D, t'as plusieurs corps de métier, je dirais, dans le process. Et là où moi je m'épanouissais le plus, c'était dans la réalisation de textures pour les personnages et pour les décors, etc. Et donc j'utilisais vachement ma tablette graphique. Donc en fait, quand j'ai commencé même pour mon blog et tout, c'était déjà du dessin digital dans un tout autre style. C'est venu naturellement. Mais c'est venu naturellement, ouais. Je l'ai pas trop réfléchi ça non plus, tu vois. Même si j'adore peindre, je suis très crafting, donc j'aime coudre aussi et tout, donc c'est autre chose. Mais ouais, je l'ai pas forcé. Ah oui, au niveau de ton processus de création, tu disais que tu t'inspirais de plein de choses, tu sauvegardes plein d'inspirations différentes, d'images que tu mets de côté et puis qu'après qui reviennent. Ouais. Et comment ça se passe du coup? Tu utilises ta tablette graphique, tu utilises Photoshop, Illustrator? Photoshop beaucoup, Illustrator très très peu. Ouais. Encore que maintenant j'y viens un peu plus. Mais ouais, je marche au coup de cœur. Souvent j'ai un coup de cœur visuel. Tu vois, à l'époque où j'avais fait ma série de portraits, j'avais envie de m'amuser en fait sur l'idée que je pouvais faire du stylisme sur des personnages. Ouais. Tu vois, donc je m'étais concentrée sur les portraits et l'idée c'était que j'allais piocher des éléments, des accessoires, des choses un peu à gauche à droite. Je trouvais un visage qui me parlait et avec lequel tu vois j'avais envie de raconter un truc et j'y vais. Mais tu dois utiliser plein de calques, il doit y avoir 10 000 calques sur Illustration. Oui, j'ai des fichiers, ça va être super long. Il y a que moi qui peux me retrouver là-dedans, donc oui, là aussi j'ai appris à ranger, à être un peu plus cadré, surtout quand tu dois envoyer des fichiers aux clients, c'est pas pareil, enfin, je bosse pas de la même manière quand je bosse pour moi. Ouais. C'est plus brouillon. Pour moi, c'est un peu plus freestyle, tu vois, j'y vais et tout, machin, et puis après ça dépend aussi comment se déroule la prod, il y a des prods qui sont un petit peu plus structurés que d'autres. Il y a des prods qui vont très vite parce que l'image est déjà là avant même qu'on ait commencé le projet. Genre c'est tellement genre le brief est tellement fluide, c'est tellement calé qu'en fait moi l'image est déjà dans ma tête. Donc ça peut aller très vite et donc j'ai pas énormément de calques et j'enchaîne, parfois c'est plus long donc là tu vois c'est un peu plus roboratif, plus laborieux parfois. Mais ouais, ça j'ai appris aussi avec le temps à me structurer un petit peu et à avoir un cadre dans mon processus de créa. Mais sinon, c'est un peu comme au début. Hein. J'ai un mood board. Je recherche des références visuelles, des ambiances et tout. Et après, je commence à faire soit un montage photo, tu vois, sur Photoshop, je fais mon montage. Comme ça me projette, je me dis, ah ben voilà, ça c'est la direction. Et après, je me mets à dessiner. Ou parfois, en fait, j'ai mon petit carnet, je fais 2-3 trucs. Je fais, ok, il me faut ces éléments-là. Ouais, t'as ta composition. Et je vais chercher les éléments de référence. Donc ça dépend en fait de... c'est intéressant de faire le montage photo aussi, ça permet aussi de se projeter facilement. Ouais, c'est un collage, c'est un peu comme un collage numérique, tu vois. Et après, la partie où je m'éclate, ça va être les couleurs. Les couleurs, les textures, rajouter des détails. Tu vois, si je veux un effet pailleté, je vais me prendre la tête pour avoir une texture pailletée. Enfin, tu vois, après c'est la partie plus, je sais pas comment dire... enfin, dessiner les matériaux, quoi. Ouais. Est-ce que c'est facile la communication avec les clients, par exemple la première partie où il y a la partie par exemple sans couleur en noir et blanche, j'ai pas ça, le croquis, t'as pas ça? T'as direct mon procédé est direct en couleur et c'était délicat pour mes agents parce qu'ils doivent l'expliquer. Ils doivent l'expliquer au départ leur Poppy, elle fera pas de sketch, elle va vous proposer en fait il y a différents stades de niveau de détail dans mon travail. Donc en fait le premier stade, on va pas se rentrer dans les détails, ça va vraiment être des aplats de couleurs, mais au moins on a la composition, on a la direction de l'image et on a même une gamme colorée qui se dessine. Voilà, et si ça c'est validé, après ils savent que c'est juste des détails qu'il va y avoir
tu vois, je vois ton maquillage aussi, genre je lui ai fait un eyeliner, etc. Voilà, des détails qui vont arriver ensuite. C'est intéressant ça, oui, ça doit être moins... Enfin, peut-être que les clients, du coup, ont moins de demandes de modifications, parce que du coup, ils savent à quelle gamme de couleurs s'attendre, quel croquis, enfin, quel le dessin. Ça, oui, ça représente un gain de temps, j'imagine. Après, je sais pas, par rapport à d'autres artistes, ce que le client, il se dit, tu vois, mais j'ai intuitivement commencé à bosser comme ça. J'y ai vu un gain de temps, en fait. Et ça me permet aussi, tu vois, sur des prods, ça nous permet de revenir, on peut changer. On peut changer plus rapidement, plus facilement que quelqu'un qui aura passé 4 heures sur un croquis, en fait. Ça permet aussi une flexibilité là-dedans, qui est assez cool. Et puis les clients, ils sont jamais trop déroutés parce que quand tu vois le rendu sur mon portfolio, les différents projets finaux, ils savent déjà, en fait, tu vois... c'est plus facile de se projeter. Ouais, on sait déjà qu'on va avoir ce qu'on va avoir, quoi. Oui, c'est parce qu'on parlait de ça, du coup, avec Francesco la dernière fois, comme on fait tous les deux un médium traditionnel. Lui, l'illustrateur de mode, il travaille beaucoup à l'aquarelle. Moi, j'aime bien la gouache, la peinture à l'huile. Et c'est vrai que quand on montre le croquis au client, le premier croquis, les gens ont du mal à se projeter, en fait, parce que c'est vrai que ça ressemble pas du tout à ton croquis en ligne et tout, avec le... C'est normal, un sketch, c'est... Que du coup, là, c'est intéressant. Je pensais, tu vois, je découvre des nouvelles manières de faire. Ouais, moi, franchement, j'ai jamais... En fait, au début, je savais pas. En fait, je savais pas qu'il fallait faire un sketch. Tu vois, pour version féminin, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai eu carte blanche. Ouais, ça, c'est génial. En fait, elle voulait des portraits et puis j'avais pas tellement de limites. Il fallait juste que je m'exprime. Il fallait que je garde mon style. Tu vois, les seules indications, c'est garde ton style, garde le côté pop, etc. Et voilà. Et après, on a fait des modifs... je sais pas, du style ben là tu pourrais rajouter un détail ici qui va rappeler que la fille les poissons pour ci pour ça, tu vois, enfin pas de contraintes particulières, tu vois, pour démarrer le truc. Ça, c'est pas souvent il y a carte blanche, mais quand il y a carte blanche c'est moi en tout cas, c'est cool. Et oui, tu nous racontais un peu aussi que ça a été difficile parce que on dit, il y a toujours le préjugé que la vie d'artiste, notamment la vie d'illustrateur, c'est pas facile, tu vois, notamment financièrement et tout. Et tu disais que ça a été dur, il y a eu beaucoup de... C'était long. De bas aussi. Non, mais oui, c'est vrai, il y a des bas, ça a été long. J'ai pas gagné ma vie tout de suite, quoi. C'est quasiment, ça a mis quasiment 4 ans, même 4 ans et demi, tu vois, donc quasiment la moitié du parcours. Donc, mais c'est vrai que c'est important de dire que ça prend du temps. Ça prend du temps et voilà, moi après j'ai de la chance d'avoir un soutien familial mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis dit mince, j'aimerais que ça aille plus vite. C'est un peu long. Comment t'évolues et comment tu fais tu te démarques du paysage et encore même aujourd'hui des fois j'ai ce sentiment là de pas me démarquer assez ou de pas en faire assez, tu vois, ou de il faut pas lâcher. C'est le seul conseil, c'est vraiment tous les jours. Et puis de toute façon, quand t'es passionné aussi, tu vois, t'as du mal à dire bon j'abandonne tout. Il y a des moments de creux, c'est-à-dire des moments où t'as moins de motivation, où tu doutes, mais pas au point de lâcher vraiment, tu vois, parce que c'est ce qui t'anime, tu vois, c'est ce que. Puis là-dedans, il y a toujours des idées. En fait, tant qu'il y a des idées et des envies, tu continues. Et pendant ces années-là, est-ce que des fois tu trouvais des jobs alimentaires ou t'arrivais quand même à t'accrocher? J'y ai pensé. Et je l'ai pas fait. Non, j'avoue, il y a eu des phases. J'ai fait des j'ai même postulé à Pôle Emploi et tout, tu vois, donc il y a des moments où oui, j'y ai pensé et j'ai initié la démarche de me dire je vais prendre un complément en attendant que et puis finalement, heureusement. Oui, mais c'est bien, oui, mais comme tu disais, c'est aussi grâce à un soutien familial aussi qui était là au cas où. Ouais, j'avoue que oui. Les choses auraient été différentes s'il avait fallu, en fait. Mais c'est bien d'avoir ce point de vue-là, parce qu'on voit souvent, aussi sur Instagram, tu vois, on voit les gens leur pic de leur succès, où on voit pas les galères à côté, les galères, et puis tout le temps que ça leur a pris, tu vois, pour arriver au stade où ils sont actuellement. C'est l'expérience aussi qui fait... Enfin, tu fais des choix. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée face à des situations où, au début... Avec toute la naïveté que t'as, tu dis oui à tout. Même des petits contrats de 300 €, 200 €, des petites choses et tout ça. Mais en fait, tu switches après très vite parce que tu te dis, attends, si je commence à vendre les choses à ce prix-là et à me positionner à ce prix-là, en fait, ça va être très très dur après de sortir de ce positionnement. Donc il y a des fois où j'ai dû mettre en pause, attendre
dire bah là il y a un truc qui rentre, je vais pas me précipiter dessus et dire oui je le prends sous prétexte que tu vois. Et je dis non parce que j'espère en tout cas que derrière je vais pouvoir me positionner sur des choses qui déjà vont dans la direction que je veux donner à mon travail. Donc du style des petites choses en fait. Au tout début j'avais des demandes un petit peu plus corporatives, des cartes de visite, des choses, mais c'était pas des choses qui m'excitaient en fait, tu vois. J'avais envie plus d'être dans l'illustration, comme je vais citer Manika Favre, tu vois. Bon, c'est un exemple un peu high step, tu vois, high level, mais quelque part je visais des projets où des clients comme elle pouvaient démarcher. Donc en fait j'ai su dire non à des petites choses, même si c'était dur de le faire en me disant peut-être t'es un peu maso, tu vois. Mais en fait, derrière, ça te permet d'allouer du temps pour dire, bon, bah, je démarche ce genre de client. J'oriente mon portfolio vers ce genre de travail. Comme ça, petit à petit, tu l'amènes à toi, en fait. Et du coup, ça m'a permis, d'avoir d'autres projets un petit peu mieux rémunérés. Plus intéressants aussi. Correctement rémunérés et plus intéressants pour mon évolution. Et ça, c'est des choix qui sont pas toujours simples, en fait. Même là, dernièrement, j'ai dit non à un truc à 600 €. Alors qu'il y avait pas grand chose qui rentrait. Mais parce qu'en fait, dans le pipe, tu regardes le truc, tu dis bon, pour le même boulot, j'ai été payée 3000. Et c'est ce que ça vaut, en fait, parce que derrière, il y a de la distribution, il y a du marketing, enfin, il y a plein d'applications pour l'illustration. Et là, elle me propose la même chose pour 600 €. En fait, ça crève un peu le cœur. Tu te dis, bon, c'est des projets que j'aime bien faire, mais si je commence à le faire à ce prix-là, après... Oui, après, tous les futurs clients, ou même si ce client revient, il va te demander... il va avoir du mal à comprendre pourquoi, donc je dis on parce que j'étais pas dans la décision, mais on a dit non. Et aussi parce que, avec le temps, après, t'acquiers aussi de l'expérience et un certain positionnement, et tu vas pas dévaluer ton travail juste parce que, tu vois, il faut... Mais c'est vrai que c'est difficile quand on commence de pas se sous-estimer au niveau des prix. Et pas trop non plus. Ouais. C'est ça. Pas trop non plus parce que tu perds les gens après. Ça m'a pris du temps. Et ton agence t'aidait pas pour ça, par exemple avec les droits d'utilisation, des choses comme ça? C'est en ça que c'est bien aussi d'avoir un support agent, c'est que eux ils ont des grilles tarifaires. Ils ont différents clients et ils savent ce que ça vaut en fait en termes de budget, parce que t'as la production, mais aussi t'as la partie exploitation des visuels derrière. En fait, les licences, la durée, les territoires, les supports, tout ça, c'est à prendre en compte. C'est pas juste un dessin. Et puis ça m'a permis aussi de faire le tri sur plein de choses. T'as de tout, t'as des clients qui viennent, pour eux c'est juste un dessin justement. Oui, donc il faut leur expliquer en fait le process, et que c'est pas qu'une production comme ça à prendre à la légère entre guillemets quoi. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, non, j'apprends beaucoup, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que oui, on pense pas quand les gens ils disent bon, j'exagère, ils disent que c'est un gribouillis, ils disent bon, en plus c'est un métier passion, donc il fait ça pour le plaisir. Oui, ils se rendent pas compte, comme on disait, des droits d'utilisation, et aussi que ça dure un certain temps, c'est pas illimité, c'est quelque chose, c'est une espèce de location en fait. Ouais, il faut. Enfin, il y a plein de choses. Il faut cadrer le truc et après une fois que c'est expliqué, tu vois, ça roule bien parce que ils comprennent en fait que il y a un process. Et après ça se passe. T'as parlé un peu de ta nouvelle agence, du coup, Monica Velour. Raconter un peu comment ça s'est passé, comment t'es rentrée dans cette agence. Moi, comment je suis rentrée, en fait, Monica Velour, donc tu sais, mon autre agent, j'avais renégocié mon contrat, et donc j'avais plus le territoire français avec eux. Donc j'étais libre sur la France et l'Europe. Okay. Ouais, parce que quand tu signes des contrats, après il y a des clauses, et en fonction, faut pas que ça se fasse concurrence en fait, tu vois, en fonction de ce que tu signes. Donc il est pas interdit d'avoir plusieurs agents. C'est vrai qu'on y pense pas. Sauf qu'il faut que les contrats entre eux ne se fassent pas de concurrence déloyale et qu'il n'y ait pas de, tu vois, ça se mâche pas sur les pieds entre les contrats, mais après... Oui, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que je suis des illustrateurs qui ont un agent, par exemple, qui les représente en France, et un agent qui les représente aux US. C'est possible, après, c'est dans le contrat que ce soit bien ficelé. Et donc, du coup, j'avais déjà repéré des agences qui me plaisaient beaucoup, dont Monica Velour, et j'avais fait un message en me disant, j'adore, en fait, déjà la démarche, l'esprit de ça et tout, et les profils qu'ils ont. Et à l'époque, elle m'avait dit Madeleine, super, mais en fait, on est full là.
Tu vois, elles avaient déjà aussi ce truc de, bah, là, on a un pool, on va bien s'occuper de ce pool et tu vois, on va pas grossir trop vite, enfin pas... Et ça, c'était assez cool. Donc, c'est pas une réponse négative en soi. Et elle m'a dit, ah, mais on suit de près ton travail, on aime bien et on te garde à l'esprit, tu vois. Et 2 ans plus tard, en fait, c'est elle qui est venue me voir. Ok. Ah oui, ça a pris 2 ans, ouais. Ouais, qui m'a écrit, qui m'a dit, ah, t'es toujours intéressée, t'es toujours motivée et tout. Et j'ai dit, ah, bah oui, rien n'a changé. Rien n'a changé, tu vois. Donc, et voilà. Et du coup, après, ça se met en place. On s'appelle, on discute enfin, elle me pose les questions qu'on a au début, c'est-à-dire, c'est quoi tes aspirations, tes envies, quel type de client, avec quel type de client t'as envie de travailler, voilà, quelle est la direction, en fait, et voir si les deux s'entendent là-dessus. Et voilà. Et après, il y a les démarches, contrats, etc. Et pour les personnes qui ne connaissent pas comment ça fonctionne un agent ou qu'est-ce que ça peut t'apporter en fait, tu définirais comment, qu'est-ce que toi ça t'apporte en plus? Je dirais que c'est structurant. Ça, bah, tu vois, ça permet tu te sens un peu moins seule en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça t'accompagne, donc il faut une relation humaine, une relation de proximité avec ton agent. Ça te permet aussi, moi, à mes débuts en tout cas, tu vois, d'explorer le paysage, les différents clients, les types de contrats qui se font et la rémunération qui est associée en fait en fonction du projet. Au début, tu sais pas en fait les chiffres, ce que ça vaut, etc. Donc tu peux te reposer un peu là-dessus. Et aussi, je trouve que ça enlève une charge mentale quand tu es dans une prod, parce que lui va gérer tout le relationnel et l'humain avec le client. Toi, tu te concentres sur ta créa. Ouais, c'est bien ça. Et ça, c'est un bonus, je trouve. Parce que t'as moins l'esprit sur oui, des problématiques. Toute la partie négociation, facture, etc. Ouais. Donc en ça, c'est assez cool. Et puis après, il y en a qui le font tout seul et qui le font très bien aussi, hein. Mais je sais pas, tu fais partie d'une équipe aussi, tu vois, quand tu bosses à ton compte, que t'es tout seul, en fait, t'as juste l'impression d'être dans une team, en fait, et ça motive quelque part. Et puis après, bah, c'est un vase communicant. Eux, ils démarchent pour toi, donc ils sont responsables d'une certaine image, tu vois, à donner. Et c'est pareil pour nous, en fait. C'est, je dirais, structurant et motivant. Voilà. Ah oui, ton surnom, ça vient d'où? Alors, tu sais qu'au départ, j'avais pris le nom de Mademoiselle Poppy. Ok. Je l'ai changé en cours de route, je crois, genre 4 ans ou 4 ans après. Okay. Donc, moi, j'ai signé dans ma première agence sous le nom de Mademoiselle Poppy. Ok. Et donc Poppy a toujours été là. Et Poppy, en fait, ça vient de... Donc, à l'époque, moi, tu sais, je te disais, je dessinais beaucoup, j'ai toujours aimé l'art. Donc, même, tu vois, en dehors de l'école, j'avais des travaux, des trucs d'art plastique, toujours des ouvrages. Et en 2006, pour parfaire mon anglais, je suis partie faire un séjour linguistique au Texas. Et en fait, j'ai été envoyée, donc ma mère, elle a une amie qui était prof d'art. Ah, la coïncidence. Je pense qu'elle est à la retraite, donc je pense que je vais lui repasser, qui s'appelle Hélène Lasseter, et en fait, elle m'avait accueillie pendant 1 mois, j'étais là-bas pour parfaire mon anglais, mais aussi, du coup, j'ai pu dessiner avec elle. Bon, elle enseignait en petite section. Donc, moi, j'avais 17 ans. La petite section. Voilà, mais en revanche, elle avait que des copines dans le milieu de l'art. Et des artistes peintres et tout ça. Ah ouais, trop bien. Et donc, en fait, elle m'a emmenée partout, hein, vraiment. Elle m'a emmenée dans avec ses copines 2 fois par semaine. Elle faisait un truc qui s'appelait... elles avaient un truc qui s'appelait Il Vino Veritas. Et donc, en fait, elle buvait des verres de blanc sur verre de blanc. Et c'était le moment papotin, tu vois. Elle faisait tous les ragots et tout. Et je me rappelle, dans le verre, il y avait une petite... un petit morceau de pêche ou d'abricot, là, dans le verre et tout. Bon, elle m'avait fait boire. C'était trop drôle. Ah oui, elle m'avait pas inventé un nom là-bas. Ouais, non mais ouais. Mais elle était là, elle est française, en France et tout. C'était très sympa. Et du coup, j'avais été dessiner avec une de ses amies qui s'appelle Barbara. Je crois qu'elle s'appelle Barbara Barnhart, un truc comme ça. Et elle peignait des coquelicots. Que des coquelicots. Ok. Dans toutes les techniques quasiment. J'avais été dans son atelier, c'était magnifique. Et là, je dis, oh, c'est ma fleur préférée. J'étais tombée amoureuse de son travail. Parce que du coup, c'est devenu ta fleur préférée, pas quand tu l'as vue dans la nature, mais ça t'a vraiment marqué, ouais, son travail. Avec un travail artistique. Un truc de fou. Ouais, vraiment. Et du coup, j'avais dessiné des coquelicots dans ses cours. Et elle m'avait aussi amenée dans un parc qui s'appelait The Lily, je sais plus. Et t'avais plein de nénuphars et on avait dessiné des natures mortes ensemble, etc. Donc vraiment, c'était un séjour assez cool. Et j'étais revenue là, 2006. J'avais mon bac et puis je commençais Superfocom et tout.
Et je m'étais dit, bon, bah, mon nom d'artiste, ce sera Poppy, quoi. Ah, c'est trop drôle. Voilà, et je l'ai gardé. Et après, quand Marie-Christine m'avait demandé... Mais j'avais déjà Mademoiselle Poppy, le blog, en fait. Et après, j'ai changé. Parce que, donc, du coup, en avançant dans mon parcours avec l'agence et en ayant de plus en plus de projets et des choses signées, j'ai tapé Mademoiselle Poppy sur Internet. Et en fait, j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres. Il y en avait plusieurs. Ouais. Et je voulais quelque chose qui soit pas utilisé et qui m'appartienne, en fait. Et donc, c'est devenu Poppy Magda. J'ai dit, bah, je m'appelle Madeleine. On m'appelle Magda. Donc, voilà. Ouais. C'est vrai qu'à la base, je m'appelais Mademoiselle Poppy, dis donc. Ouais, tu vois, l'interview, ça va fait te ressortir des ouais, souvenirs. Ça me fait revenir sur des étapes, des choix qui ont été faits comme ça. Donc, je regrette rien. Honnêtement, j'aimais bien ce nom-là. Mais si tu tapes Mademoiselle Poppy, tu retrouveras des trucs à moi. Mais tu retrouveras, je crois qu'il y avait un Skyblog, et j'avais pas du tout aimé ce que j'avais vu. Là, il faut que je me détache de ce nom, parce que ça peut pas être associé à mon travail dans le futur, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est important. À l'époque, on n'avait pas du tout cette réflexion-là de comment tu vas signer et tout. Moi, mon ancien surnom, c'était Pioupette. Alors, parce que ma mère me chantait une berceuse quand j'étais petite qui s'appelait Dodo Poupette. Okay. Et Poupette était déjà pris sur Instagram. Alors, j'ai mis Pioupette avec un I-E-W pet, voilà. Okay. Mais après, je me suis rendu compte, en plus, tous les peintres, notamment, ils signent avec nom, prénom. Et je me disais, moi, avec mon Pioupette, et puis... Ouais, je sais pas, mais pour être reconnaissable, c'est important. On se rend pas compte, mais y a plein de noms qui sont déjà pris, en fait. et c'est compliqué c'est toujours dans la démarche de se démarquer, en fait, parce que c'est un peu le propre de l'artiste, c'est, tu vois, tu veux, je sais pas, apporter une valeur ajoutée ou un truc différent et être reconnaissable, en fait. Donc, oui, et puis avoir ton identité qui t'est propre, quoi. Tout à fait, ouais. Tu fais aussi de l'animation? Ouais, bah l'animation, j'ai essayé de le garder un petit peu, parce que c'est dans mon cursus aussi. Même si j'étais pas spécialiste animatrice quand je faisais de la 3D, tu vois, mais c'est pour me challenger aussi un peu, tu vois. Parce que et puis ça permet d'amener, je trouve que je garde ce truc en tête, même si je suis pas la best des animatrices. Quand ton dessin il prend vie, il y a un truc qui se passe, tu vois, c'est hyper appréciable, en fait. Donc à défaut de pouvoir travailler avec un animateur de talent, je fais certaines choses moi-même. Donc je l'ai gardé aussi pour pas perdre la main là-dessus, même si j'ai conscience que ça a évolué de fou et que les techniques aujourd'hui, les logiciels, c'est plus du tout les mêmes. Mais ouais, ça amène un peu de fraîcheur, j'espère, à mon travail, tu vois. Enfin, je sais pas toujours proposer la même chose. Voilà. Et aussi, en plus de l'illustration, l'animation, t'as ton e-shop. Tu fais tes illustrations sur textile, par print aussi. Ouais. C'est venu tout de suite ou Non, c'est parce qu'on m'a demandé. En fait, au début, moi, j'avais pas projeté de vendre mes illustrations ou mes dessins. Ouais. Et à force, les portraits, tu vois, c'était « Ah, mais j'aime bien tes portraits. Est-ce que tu les vendrais pas et tout ?» Et puis petit à petit, j'ai dit « Bon... » Ça me paraissait un autre métier, en fait. Tu vois, genre, je me suis dit, ça va être dur et ça va être compliqué et tout. Et après, j'ai commencé à regarder, et tout à l'heure, je citais Malika Faf, j'ai regardé comment elle s'y est pris, comment elle faisait, enfin, j'ai essayé de chercher un peu à gauche, à droite, d'autres illustratrices, je me suis dit, bon, y en a qui le font, donc pourquoi pas, en fait. Essayer j'avais pas de stratégie marketing ou quoi, donc c'est vraiment parce qu'il y a eu de la demande au départ. Ok, et les demandes, ça devenait sur Instagram non, au début, c'était bouche à oreille, mon entourage, des proches, etc. Et après, j'en ai eu sur Insta, quelques-unes. Et là, je me suis dit, bon, allons-y, quoi. On va essayer d'ouvrir un e-shop, faire quelque chose. Mais bon, au début, enfin, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc, j'avais quoi parce que moi, j'avais ouvert un Squarespace. Ah ouais? Ouais, je crois. Ouais, c'est Squarespace. Ouais, parce que j'ai ça. Et voilà, il y avait l'option, je crois, shop, mais c'était pas hyper ergonomique, c'était pas assez. Et après, je me suis pris au jeu et je me suis dit, bon, j'ai envie de faire des belles choses pour le coup, quitte à le faire. Et donc là, c'est sourcing de papier, trouver tous les imprimeurs qui existent, donc Google, machin et tout. Et par contre, s'il y a eu des ratés, j'ai fait des impressions de certains trucs, j'ai un peu perdu d'argent et tout, mais... Tant pis, il fallait bien tester pour savoir, et puis voilà. Ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est avoir une deuxième personne à côté de moi pour faire des choix. Non, mais c'est vrai. Genre, tu vois, pour me dire, bon, tu vois, cette technique-là ou ça, j'ai tout décidé un peu, tu vois, solo dans mon coin.
Mais je pense que c'est pas trop mal le rendu en giclée print et les tirages en série limitée, mais tu vois, c'était pas calculé. J'ai vu, je te dis, Malika Favre, je voyais comment elle faisait et tout, je me suis dit, bon, bah, la technique, elle a l'air assez quali, assez cool, pourquoi pas faire comme ça, quoi. Ouais, l'idée de créer ta marque est venue comme ça, alors du coup, en premier par les demandes de print, hein. Bah, pour moi, c'était pas une marque. Le print, tu vois, c'était genre une continuité de mon travail d'illustratrice, c'était un additionnel en vrai. Ouais. J'avais pas l'intention d'en faire un truc où je vais en vivre, etc. Et si j'ai envie, bah, c'est bonus, tu vois, mais je voulais vraiment garder la partie client et la partie, la casquette illustratrice, tu vois, qui était mon socle, qui est toujours mon socle. Et après, à côté, ces petites choses-là. Et l'idée de la marque, c'est venu petit à petit, ça chemine, je commence à prendre un peu au sérieux le truc, tu vois, ça reste un petit rêve qui est là. J'ai envie de faire du textile, des belles choses en textile, mais je sais aussi que ça te demande pas mal de ressources et il y a plein d'autres choses que tu dois faire autre que créer. Ouais. En fait. Ouais. Et donc c'est vachement de temps, c'est aussi beaucoup de travail. Ouais, c'est ça. Donc je le fais en parallèle, mais les petits pas, tu vois, petit à petit, comme je te dis, je source, je regarde ce qui se fait et tout, et je me laisse le temps de voir comment je peux mettre en place les choses à mon échelle en fait. Et tu vends uniquement sur ton site internet ou est-ce que des fois tu fais des marchés de créateurs ou des choses comme ça? Depuis que je suis à Lyon, c'est récent aussi les marchés de créateurs, ça fait 2 ans peut-être. Ouais. Mais oui, il faut diversifier après une fois que une boutique en ligne, c'est pas suffisant. Ouais. Tu vends pas des masses comme ça, et puis les gens ont besoin de voir, de toucher, tu vois, de se rendre compte du rendu, du produit. Ça change la donne, ça aussi, tu vois. Quand ils le voient en vrai, ils disent ah ouais, les couleurs et tout, c'est canon. Donc il faut être au contact après. Puis je me suis rendu compte aussi, tu vois, j'ai fait des choix arbitraires de taille, de format. Ah ouais. Je savais pas ce qui se vendait, enfin ce qui allait se vendre en format. J'ai fait en fonction de mes goûts. Pardon. J'ai fait en fonction de mes goûts. Ça change. Et moi, j'aime les grands formats. J'ai un truc avec les affiches, tu sais, genre format cinéma et tout. Ça a un impact. Mais voilà, un grand format, ça se met pas partout. Ouais, bah oui, dans tous les intérieurs, tu vois. Donc petit à petit, j'ajuste mes erreurs et je fais des formats plus petits et voilà. J'y vais comme ça, pas à tâtons, mais au gré des tests qui sont faits et des choix qui sont faits. C'était, on en a parlé tout à l'heure, de comment toi tu trouves tes clients. Tu disais que tu démarchais beaucoup par mail. Ouais, c'est, tu vois, un stage ou un truc, j'envoie un message. Okay. Je dis hello, je suis illustratrice, je fais ça. J'ai vu votre contenu, ça me plaît. Est-ce que vous êtes, si mon profil vous plaît, écrivez-moi, ou est-ce que vous auriez envie de... Si j'ai une idée précise de projet, je l'énonce. Sinon, c'est juste coup de cœur. Coup de cœur, et je dis, voilà mon portfolio, voilà le lien vers mon travail, et n'hésitez pas, quoi, je suis ouverte. En gros, je suis un peu comme ça. Truc trop cool qui s'était passé, mais tu vois, après, le Covid, il est passé par là, et bon, à date, on a rien fait ensemble. Mais je me rappelle, donc j'avais envoyé un message sur Insta, à cette entreprise et tout, et du coup ils m'avaient invité à venir chez eux. Genre j'étais montée à Paris, on avait fait un genre de café déjeuner discussion, c'était trop cool, truc que j'avais jamais fait, tu vois. Et après elle avait dit cool, on te garde dans le pipe, on a vu ton travail, ton portfolio et on t'a rencontré, donc c'est trop cool. Et s'il y a des projets qui rentrent dans l'agence, on t'appelle. Donc ça peut aussi être comme ça, tu vois, genre proposer de se voir et de boire un café, et puis si ça le fait, la personne mais en fait, c'est plus engageant et tu sais, tu rencontres la personne en live et tout, et je vois, il se passe autre chose qu'un simple mail. Oui, et puis tu connais vraiment la personne en vrai, c'est pas pareil que d'échanger. Ou tu les rediriges vers un lien, tu sais même pas s'il va aller voir le lien de ton portfolio, etc. Donc, mais les deux, quoi, tu vois, t'envoies des mails ou alors tu sollicites une rencontre et puis parfois ça le fait. Ou sinon après, là, comme l'expo que j'avais fait à Paris, c'est Julia qui m'a écrit, quoi, et j'étais dispo. J'ai pas été dispo tout de suite, j'avoue qu'elle avait été patiente, parce que j'avais dit, j'ai tel projet, tu vois, des fois, quand je sais que je vais être prise, que ça va être énergivore, ce que je vais faire, je préfère pas dire oui pour pouvoir tout faire. Je préfère être honnête, dire, bon, là, je suis sur une prod et ça va me prendre tant de temps, ça va être un peu long, mais si d'ici à ce que je finisse, vous avez un créneau, c'est ok. De tout faire en même temps, tu sais, d'avoir peur que l'opportunité passe, ça, parfois, ça peut être un écueil. Merci pour tous ces précieux conseils. De rien.
Ouais, c'est vrai que oui, tu le mets pas en avant sur ton site internet, mais t'as fait quand même pas mal d'expositions aussi. J'ai fait quelques expos, travail. ouais, à Bordeaux, à Paris, un peu à Lyon. Après, oui, c'est un peu la question bateau qu'on pose tout le temps, mais comment t'organises tes journées si par exemple le matin tu démarches et après tu te mets à la création? J'ai mis du temps aussi à être cadrée, hein. Ça dépend en fait. Si j'ai une prod, tu vois, je vais prioriser ma prod client pour vraiment être dans les délais de mon calendrier, et ça va être le plus important. Donc dans les priorités, je vais mettre ça. En général, j'ai une to-do list et la to-do, je la revois le soir, tu sais, avant de me coucher. Comme ça, j'ai tout et le matin, j'arrive et en fait, c'est un peu à la carte. Du moment que j'ai ma to-do, c'est mon driver et après, l'objectif, c'est de rayer le maximum de choses sur la to-do, tu vois. Et les prios, je les fais comme ça. C'est-à-dire que si j'ai un livrable pour la fin de semaine, admettons on est lundi, mon rendu les mercredis, jeudi, c'est sûr que je vais prioriser ça quoi qu'il arrive. Mais le matin, je commence... En fait, moi, je coupe pas très bien, mais je coupe pas trop. Après, tu sais, je me lève, je donne à manger au chat et j'ai déjà le téléphone dans la main, un peu d'Instagram, un peu de mail. Ah oui, tu commences, je me projette un peu, tu vois, déjà. Même si je travaille pas concrètement dans le dur, je me projette un tout petit peu. Et après, donc il est 8h40, un truc comme ça. J'ai mon thé et tout, et là j'allume l'ordinateur et j'y vais tranquillement. Je me mets vraiment à taffer quand il est 10h. Où là, oui, j'ai moins de distractions et je suis dans le truc. Et après, les journées, elles sont pas toujours pareilles, hein. Ça va vraiment être en fonction des tâches que je vais avoir. Le but, c'est de pas trop s'éparpiller. Il y a des journées où tu t'éparpilles un petit peu quand même. Mais c'est difficile, quand il faut que j'ai mes tâches. Si je les ai pas, j'avoue que je vais partir dans tous les sens, quoi. Oui, parce que ça peut être facile de soit procrastiner ou soit de papillonner, d'avoir envie de faire autre chose avant les choses qui sont plus urgentes. Ouais. Ça m'arrive hein, de papillonner et tout. En plus, tu sais, j'ai souvent plein d'ouvrages en même temps. Il y a un peu d'illustration, un peu de couture à droite. J'ai même une peinture sur un de mes murs, tu vois, que j'ai commencé. Oui, j'ai toujours pas fini, mais tu vois, je le garde. En fait, c'est des petits trucs comme ça qui sont sans pression. Et donc, du coup, je les ai comme ça. De côté, un peu en stand-by. Et des fois, c'est impulsif. Je dis, tu vois, des fois, c'est le soir, je dîne et tout. Et je fais, tiens, je vais sortir la peinture, je vais prendre pendant 2 heures, tu vois. Est-ce que les muraux, tu t'en fais pour des clients ou c'est pour toi J'en ai fait que 2 pour l'instant. Pour d'autres. Et après, les toiles, c'est pour moi. C'est pour moi. Et si un jour je peux faire une expo avec, ce sera bonus. Mais là, il va falloir en produire plein. Mais en fait, c'est bizarre. J'ai besoin de structure. Mais après, dans cette structure, moi, t'arrives à naviguer entre, clairement. Oh, c'est bien, tu trouves ton équilibre comme ça, finalement. Ouais. Je suis pas extrêmement militaire, tu vois, sur mes trucs. Juste, si j'ai un client avec une échéance, je respecte toujours mes échéances et on y va. Et ça passera toujours en premier, quoi. Ah oui, à sortir un peu du travail. Et à prendre des vraies pauses, des vraies vacances. Et dire, là, je mets en stand-by comme si tu disais à ton patron, je pose des vacances, en fait. Ce qui, dans les faits, n'est pas le cas. Ça devrait, ça vraiment, maintenant, c'est devenu, entre guillemets, un truc que, oui, là, cette année, et puis l'année qui vient, je le mets en place. Mais comment t'as fait pour tenir autant d'années, sans prendre de vacances? Franchement, dernièrement, j'ai frôlé le ras-le-bol en me disant, putain, mais tu peux pas continuer. Oui, faut se reposer, faut déconnecter. Mais je m'étais fixé un objectif chiffré que j'ai atteint. Et ça m'a fait très plaisir. Mais du coup, drop cette année, en fait, dans le sens où déjà l'année démarre difficilement au niveau des clients et des budgets qu'il n'y a pas. Et du coup, je me retrouve un peu orpheline quelque part et je suis en mode putain, qu'est-ce que je vais faire? Pardon pour le gros mot. Mais du coup, ça me fait réaliser qu'il faut, et c'est important, de se donner des temps de pause. Et que c'est pas parce que je vais mettre en pause que tout va partir en sucette et que je vais tout perdre et que le soufflet va retomber, etc. En fait, j'avais cette crainte-là de me dire... On a peur que la carrière s'envole dès que... Si je suis pas au charbon, si t'arrêtes le truc, le bateau, il s'arrête, tu vois. Et ça, c'est faux. Et même dans la semaine, maintenant, je le fais, je vais boire des cafés, je me pose, et je culpabilise pas de me dire, là, en fait, aujourd'hui, j'ai pris 2-3 heures, c'était du flouze, quoi. On n'a rien fait. Donc... mais ça a pris du temps.
Ça a pris du temps. Et là, tu vois, cette année, je pose mes premières vacances et c'est cool, quoi. Genre 15 jours. Premières vacances au bout de 10 ans? Ouais, franchement, quasiment, parce que c'est ce que je disais à une copine, c'est que j'ai eu des vacances, mais en fait... Oui, mais c'était pas pleinement des vacances, quoi. En fait, je pouvais pas. J'avais mon ordinateur qui était là, mon téléphone qui était là. Évidemment, il y a eu des Noëls en famille, il y a eu, tu vois, des choses qui... Je descends l'été, j'ai une maison dans le sud et je descends. Mais en fait, t'es toujours là à regarder s'il y a un truc qui est passé. En fait, je m'étais mis un point d'honneur à être réactive, tu vois, à pas laisser passer s'il y a une opportunité qui vient. Je réponds. Voilà. Après, le timing, c'est autre chose. C'est-à-dire que si je suis pas dispo là, que je suis dispo plus tard, ok. Mais en tout cas, rester réactif. En fait, ça m'a servi, hein. Ça m'a pas desservi. C'est quand même assez important dans ce milieu-là. Parce que, de répondre en fait, l'offre, elle est grande, en fait. Donc, ils peuvent très bien vite aller voir ailleurs s'il n'y a pas la réponse, tu vois. Donc, être réactif, ça, pour moi, c'était hyper important. Mais du coup, ça m'a mis dans cet engrenage de toujours être sur le feu, quoi. Donc, j'apprends. C'est bien. Félicitations d'avoir pris tes premières vacances. Merci. Mais je te parlerai en off après de ce que c'est, mais c'est en tout cas assez cool pour tous les artistes, c'est très bien. Donc ouais, c'est super inspirant, merci beaucoup. Bah avec plaisir. Ouais, je mettrai, comme je t'ai dit, je mettrai les liens en description de ton Instagram, ton site internet. Est-ce que tu as d'autres réseaux? Bah après, les trucs classiques, j'ai Facebook et LinkedIn, tu vois, mais je suis active par mail, sur mon site et sur Insta principalement, quoi. Merci encore à Madeleine, aka Poppy Magda, d'être venue, de nous avoir partagé son parcours et tous ces bons conseils qui peuvent servir à plein de futurs illustrateurs. N'hésitez pas à la suivre sur son site internet, sur ses réseaux sociaux et n'hésitez pas à liker cette interview, voire même à commenter, ça aide énormément la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo.